Voilà, nous revoilà pour ce récap, cet épisode 20. Nous sommes le 7 août et donc, comme je vous le disais, hier, mardi 6 août, à 9 heures, sur le coup des 9 heures, un petit peu avant 9 heures, sur la côte est des États-Unis, il y a eu un appel entre Kamala Harris, la vice-présidente candidate du Parti démocrate contre Donald Trump, au gouverneur du Minnesota, Tim Walz, qui était un des finalistes avec Josh Shapiro, on verra tout à l'heure Josh Shapiro, pour lui proposer de rejoindre le ticket présidentiel. On regarde Kamala Harris qui appelle Tim Walz. Hi, this is Tim. It's Kamala Harris. Good morning, Governor. Good morning, Madam Vice President. Listen, I want you to do this with me. Let's do this together. Would you be my running mate and let's get this thing on the road? I would be honored, Madam Vice President. The joy that you're bringing back to the country, the enthusiasm that's out there, it'll be a privilege to take this with you across the country. Well, let me tell you, I have just the utmost respect for you. I have really enjoyed our work together. You understand our country. You have dedicated yourself to our country in so many different and beautiful ways. And we're going to do this. We're going to win. And we're going to unify our country and remind everyone that we are fighting for the future for everyone. So let's get out there and get this done, okay? Let's do it. Do the work in front of us. Let's win this thing. That's right. All right, buddy. I'll see you soon. Take care. Thank you. Okay. Yeah. Bye. All right, buddy. All right, buddy. Le buddy en question, c'est Tim Walz, le gouverneur du Minnesota. Le Minnesota, c'est un État extrêmement important dans le cadre de l'élection. C'est au nord des États-Unis. Il fait partie de ce mur bleu des démocrates, où les démocrates, selon les sondages, dans cet État-là, sont en tête. Mais en tout cas, Tim Walz, c'est quelqu'un qui parle à cette Amérique rurale, et donc dans ces États-là, c'est extrêmement important. C'est quelqu'un qui a un parcours très atypique, où souvent on en discutait après l'émission avec Cody, et Cody disait si c'était une EA, donc l'intelligence artificielle à qui on avait demandé dessine-nous, crée-nous le candidat idéal qui rassemble tous les points forts pour plaire aux électeurs, eh ben, l'intelligence artificielle vous aurait proposé le parcours de Tim Walz, un parcours que, honnêtement, la plupart des Américains ignorent, ou en tout cas ignoraient. Pourquoi ? Parce que Tim Walz a fait du boulot au Minnesota, il était dans son deuxième mandat. Tout ça, c'est extrêmement important pour Kamala Harris, qui voulait recruter quelqu'un à côté d'elle qui a une expérience de gestion d'un État. Donc deuxième mandat, 6 ans à la tête du Minnesota, où il a connu beaucoup de succès, à la fois économique et social. Ces deux volets qui sont extrêmement importants pour le ticket démocrate. Et clairement, ces dernières semaines, c'était sa manière à lui de faire son casting. On l'a vu sur les médias nationaux, mais avant ça, c'était absolument pas le cas. Et donc, Tim Walz, la plupart des Américains ne le connaissent pas ou ne le connaissaient pas. Ça va évidemment changer. Il a deux occasions pour se présenter au public américain. 2 et demi, parce que la demi, on n'en est pas certain. 1, aujourd'hui. 2, la convention démocrate à partir du 19 août, et donc sa soirée où il va faire son discours, vu par des millions de spectateurs. Ça va être évidemment un événement qu'on va vous faire suivre sur Maintenant Média en direct. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et cliquez sur la sonnette de notification. Et Tim Walz, l'occasion et demie, c'est évidemment s'il y a un débat avec J.D. Vance. Et donc Kamala Harris a choisi Tim Walz pour différentes raisons. Son côté gestionnaire, le fait qu'il parle à l'Amérique profonde, c'est un petit peu le choix que voulait faire
Donald Trump en choisissant J.D. Vance, un sénateur de l'Ohio. Mais dans la réalité, J.D. Vance n'est pas ce personnage-là. J.D. Vance, c'est quelqu'un qui a fait des études à Yale, c'est quelqu'un qui a vécu en Californie, on va y revenir, c'est quelqu'un qui a gagné des millions de dollars en travaillant pour la Silicon Valley et certains entrepreneurs, ce qu'on appelle les crypto boys dans les crypto-monnaies comme Peter Thiel, ou qui est proche d'un gars comme Elon Musk. Donc c'est pas vraiment cette image qui connecte. En plus de ça, vous le savez, vous suivez la chute, il est emprisonné dans plein de vraies et de fausses polémiques. Je vous renvoie au divan, on va évidemment en parler plus tard. Et donc pour les démocrates, aujourd'hui, c'était l'occasion de présenter pour définir qui est Tim Walz, et vous allez voir, je vais vous montrer le premier spot de campagne qui a été fait par la campagne Harris-Walz pour présenter Tim Walz, et vous allez voir, si vous ne le connaissez pas encore, son parcours est unique, son parcours est exceptionnel, et son parcours, c'est l'histoire du rêve américain, quelqu'un qui démarre d'origine extrêmement modeste, de la middle class, donc la classe moyenne américaine, et qui aujourd'hui est en position de peut-être arriver à la deuxième place du pouvoir américain. On regarde cette vidéo. Sometimes life is as much about the lessons you learn as the lessons you teach. When I grew up, community was a way of life. My high school class was 24 people. I was related to half of them. I learned to be generous towards my neighbors, compromise without compromising my values, and work for the common good. My dad was in the Army, and with his encouragement, I joined the Army National Guard when I was 17. I served for 24 years. I used my GI benefits to go to college and become a public school teacher. I coached football and taught social studies for 20 years. And I tried to teach my students what small-town Nebraska taught me: respect, compromise, service to country. And so when I went into government, that's what I carried with me. I worked with Republicans to pass an infrastructure bill, cut taxes for working families, signed paid leave into law. I codified abortion rights after Roe got overturned. Because I go to work for the common good. But enough about me. Let's talk about you. Because that's what this election is about. It's about your future. It's about your family. And Vice President Harris knows that. She too grew up in a middle-class family. She too goes to work every day, making sure families can not just get by, but get ahead. We believe in the promise of America, in those values I learned in Nebraska, and we're ready to fight for them. Because as Kamala Harris says, when we fight, we win. Donc voilà, un parcours exceptionnel et en général, et vous allez voir, ça va être un thème de cette campagne pour contraster avec celle de Donald Trump, un thème optimiste, la promesse du rêve américain, la possibilité de non seulement travailler dur, non pas pour survivre, mais pour prendre de l'avance, pour permettre à ses enfants d'avoir un monde meilleur. Donc son parcours, vous l'avez vu, quelqu'un qui a grandi dans un tout petit village, il est originaire du Nebraska, donc on est vraiment dans l'Amérique profonde, dans l'Amérique rurale, originaire du Nebraska. Il a été élevé sur une ferme. À 17 ans, il rejoint la garde nationale, la garde nationale du Minnesota, il rejoint l'armée, il suit quelque part les traces de son père qui a combattu en Corée, et il va servir pour les États-Unis pendant 24 ans, où il va monter dans la hiérarchie militaire, de telle sorte que lorsqu'il va rejoindre le Congrès quelques décennies plus tard, ça sera un des membres du Congrès qui est le plus haut gradé de l'armée américaine. Dans ces 24 années, il va perdre, il est un artilleur canonnier à cause du son des canons, il va perdre
partiellement une partie de son audition, de son ouïe, et ça va être une des raisons de son combat politique. Je vais y revenir. Il rentre après 24 ans membre de l'armée. Il profite d'une loi américaine, le GI Bill, qui fait que si vous avez servi un nombre d'années sous les couleurs américaines, l'État, le gouvernement vous paye vos études universitaires. Il fait des études, et en sortie d'études universitaires, il devient prof. Donc on a quelqu'un qui a grandi sur une ferme. On est vraiment dans la mythologie américaine. Il a grandi sur une ferme, il a rejoint l'armée, il est devenu prof d'histoire, de géo et de sociologie, ce qu'on appelle aux États-Unis les social studies. Dans ce rôle-là, il s'implique aussi avec l'équipe de football américain de son établissement scolaire et il va inculquer des valeurs tellement fortes à ses élèves qu'il va gagner avec eux le premier championnat au niveau de l'État de son école. Donc encore un succès. Et c'est aussi à ce moment-là où il va s'impliquer, on est en 1999, il va s'impliquer avec le groupe de communauté d'étudiants LGBTQ pour s'assurer qu'il ne soit pas mis à part au sein du lycée. Et ce sont ses élèves qui l'incitent à se lancer dans une carrière politique. En 2006, il y a 18 ans, en 2006, il se présente au Congrès. Une des raisons de sa candidature, il explique, on en revient à sa blessure à l'oreille, il explique parce qu'il avait un bon employeur, il avait la possibilité d'avoir une assurance sociale, d'être opéré. Et un matin, après son opération, il a entendu une petite voix qui était en train de chanter. C'était sa fille, Hope, espoir, qui avait 4 ans, une fille née suite à de la fécondation in vitro, donc il est aussi connecté avec tous ces sujets fécondation in vitro et avortement qui sont aujourd'hui sous la menace des républicains MAGA et de la droite religieuse aux États-Unis. Et donc un matin après son opération, il se rend compte qu'il entend sa petite fille chanter, ce qu'il ne pouvait pas entendre avant, et il s'est lancé sur cette campagne politique en disant je veux que tous les Américains puissent accéder comme moi, nous sommes avant Obamacare, accéder comme moi à une assurance santé qui leur permette d'avoir les soins qui un jour leur donnera l'opportunité d'entendre leur petite fille ou en tout cas de guérir, etc. etc. Il va être élu au Congrès sur un district qui est d'habitude aux républicains. Gardez ça en tête, c'est une des facultés de Tim Walz, c'est de séduire au-delà de la base démocrate. Donc c'est un district qui n'a plus de gagnants républicains depuis la fin des années 1800. Il réussit à s'imposer, à gagner et il tient sa promesse comme élu du Congrès. Il sera à un moment où c'est très difficile pour les démocrates. Une grande partie de l'opinion américaine est contre le plan Obamacare qui offre une assurance sociale à tous les Américains et non plus un système d'assurance privée. Il est un des élus qui va voter pour ça. 2006, il va mener une carrière de 12 ans au Congrès pour finalement se présenter comme gouverneur, être élu, être réélu et mettre sur place des lois sociales extrêmement novatrices pour les États-Unis, encore une fois à l'échelle américaine. Il va être le premier gouverneur des États-Unis après la décision de la Cour suprême d'annuler Roe v. Wade, qui était la protection qui garantissait sur tout le territoire américain le droit à l'avortement. Il va s'assurer que ça soit codifié et que les femmes du Minnesota puissent toujours prendre leurs propres décisions sur tout ce qui touche à leur santé, à leur corps, et que l'avortement reste légal quoi qu'il arrive au Minnesota.
Dans le même temps, il va mener une politique sociale autour de l'éducation, des thèmes qui sont extrêmement importants, en étant un des premiers gouverneurs des États-Unis, en signant une loi qui garantit un repas par jour complet, gratuit, complètement gratuit d'ailleurs pour tous les élèves du Minnesota, en disant que son expérience de prof lui a appris que le ventre vide, on n'est pas dans une position pour apprendre lorsque l'on a faim. Donc il fait passer cette loi, et une de ses autres signatures en termes de loi, et qui ramène à Hope, donc sa fille aînée. Il a un fils qui s'appelle Gus, une femme qui s'appelle Gwen, un chat et un chien. Et Hope, après la tuerie de masse dans l'école de Parkland en Floride, est venu voir son père en lui disant tu es le seul élu que je connaisse, il faut faire quelque chose par rapport à tout ça. Il faut savoir que ancien militaire, chasseur, propriétaire d'armes, Tim Walz était quelqu'un d'extrêmement bien noté, parmi les mieux notés parmi les élus américains par la NRA, parce que pour ses positions pro-armes, il a remboursé l'argent que la NRA lui a envoyé pour ses campagnes, et il s'est inscrit dans la volonté de mettre des lois pour contrôler, pas empêcher, mais contrôler la vente d'armes. Donc voilà Tim Walz, voilà le personnage vraiment atypique que les Américains ont commencé à découvrir mardi matin. Il y a eu cette pub, et puis surtout en fin de journée, à 5 heures de l'après-midi à Philadelphie, en Pennsylvanie, dans un état clé, il y avait ce meeting, le premier meeting de la campagne Harris-Walz. On fait une pause et je vous raconte ça tout de suite après. Nous revoilà pour l'épisode 20 du récap de la chute, le récap de la campagne américaine. On revient sur une journée historique, donc la présentation de Tim Walz, le nouveau colistier de Kamala Harris. J'ai vu que vous avez été quelques-uns pendant que je parlais à passer via Super Chat, et je veux vous remercier. Je l'ai fait émission après émission. Vous avez été formidables ces derniers jours pour nous encourager et soutenir notre travail à Maintenant Média. Je voudrais évidemment remercier Olivier, performance olympique d'endurance de l'Info US. C'est pas faux, c'est pas faux. 3 émissions en moins de 24 heures, c'est quand même un petit peu beaucoup. Ludovic, donc on en parlait tout à l'heure, pour son super chat, et Germain pour son super stickers. Merci vraiment à tout le monde. Je vous invite aussi à aller jeter un œil du côté de la Chute Info pour participer à nos échanges sur notre chat de discussion consacré, voilà, Thomas vous le montre, un chat de discussion consacré à la politique américaine, où tout le monde vient partager des infos, des documents, des news, des photos, etc., des cartes. C'est vraiment, si vous êtes passionné par la politique américaine, c'est un outil extrêmement utile, et puis j'y suis pour répondre à vos questions. Donc, première étape, le matin de ce mardi 6 août, l'annonce de Tim Walz, et puis dès la fin de journée, le début de cette tournée. Thomas est en train de vous montrer l'affiche, on se croirait presque dans une tournée de concert rock. Harris Walz, The Official Campaign Tour. Donc c'est une affiche officielle faite par le Parti démocrate pour expliquer que donc on commençait à Philadelphie, il allait avoir Detroit, il allait avoir Eau Claire dans le Wisconsin, Phoenix en Arizona, Vegas dans le Nevada, il devait y avoir la Caroline du Nord
et la Géorgie, mais elles sont sous alerte météo avec une tornade, un ouragan, excusez-moi, donc ça a été repoussé à la semaine suivante, mais en tout cas, donc voilà, tout commençait en Philadelphie. Je vous ai déjà expliqué plusieurs fois que la Philadelphie, c'est la Pennsylvanie, que la Pennsylvanie, c'est un État clé avec 19 grands électeurs. Et ce meeting, en fait, on s'est rendu compte de l'importance. On savait, le Parti démocrate avait communiqué sur le fait que la salle de 10 000 personnes devait être pleine. Mais ce sont en fait les premières images de la foule à l'extérieur, Thomas va vous les montrer pendant que je vous parle, qui ont montré l'ampleur du moment. Et ces images-là, elles sont importantes pour deux raisons. D'abord parce que elles enlèvent un point extrêmement fort de Donald Trump qui a toujours dit qu'il était le seul capable de faire ces meetings populaires où il y avait énormément de monde. Et on se rend compte que c'est désormais plus le cas. Et puis pour les vétérans de la politique américaine, c'est impossible de regarder ces images-là, de cette foule qui a attendu pendant des heures pour venir écouter Tim Walz et Kamala Harris, et de ne pas penser à ce qui s'est passé en 2008 aux États-Unis avec la campagne de Barack Obama. Quand Kamala Harris, il y a 2 semaines, a annoncé sa candidature, a débuté sa campagne, il y a eu tout de suite un élan vers elle dans les sondages, dans les levées de dons, dans le nombre de volontaires, et on s'est dit, ouais, ben c'est peut-être quelque chose de passager. Nous sommes 2 semaines après, et il est en train de se passer quelque chose aux États-Unis autour de cette campagne. L'enthousiasme, le succès populaire n'est plus du côté du camp MAGA, du côté de Donald Trump, mais dans celui des démocrates. C'est vraiment quelque chose d'important. C'est pour ça que je vous le signale. Et donc, une fois qu'on a vu l'extérieur, on s'est dit, mais mon Dieu, à quoi va ressembler l'intérieur? Et pour vous montrer l'intérieur, je vais vous montrer une image, montez le son de l'arrivée sur scène. Hein, après, on va un petit peu retourner en arrière, de l'arrivée sur scène de Kamala Harris et J.D. Vance, de Kamala Harris. Vous auriez dû voir le regard de Thomas, de Kamala Harris. Il est tard, ici, c'est la 3e émission de Kamala Harris et de Tim Walz. Leur arrivée sur scène à Philadelphie. On va voir ces images qui ont été filmées par Josh Wingrove, un journaliste américain qui était dans la salle. On monte le son. C'était pas les images, c'est moi, je me suis trompé dans l'intitulé de la vidéo. Ce n'était pas les images filmées depuis l'intérieur, on va les voir dans quelques secondes, mais c'était elles sont encore plus importantes, qui étaient à la télévision américaine. Il faut savoir que ce moment a été en direct sur toutes les chaînes américaines. Donc c'est vraiment, il y a un combat dans cette campagne entre la campagne Trump et la campagne Harris, de se dire voilà, il faut attirer l'attention médiatique. Le problème, c'est que depuis la décision de Joe Biden de laisser sa place, l'attention médiatique, globalement, elle est vers Kamala Harris et désormais vers Tim Walz, et on l'a vu encore hier. Donc voilà, c'était vraiment important de montrer que tous les médias ont été en direct au moment de cette arrivée, au moment de ce discours. Le discours est passé à la télévision. Il y a des millions d'Américains qui ont vu donc tout ça
hier après-midi, hier en fin de journée, hier mardi. On va voir donc un autre angle vu de l'intérieur, l'image de l'arrivée. Vous allez voir la foule lors de l'arrivée dans cette salle universitaire avec 10 000 personnes de Tim Walz et Kamala Harris. Voilà, il faut évidemment raison garder sur ce genre d'image. Je vous rappelle qu'en 2020, on était en pleine période de Covid et Donald Trump, malgré cela, a mené des meetings publics où il y avait du monde. Il y avait plus de monde en 2020 dans ces meetings que ce qu'il y en a en 2024, soyons honnêtes, tandis que Joe Biden n'en a quasiment pas fait. D'ailleurs, il était moqué par Donald Trump et ses alliés en expliquant qu'il faisait campagne depuis sa cave. Dans tous les cas, c'est Joe Biden qui a été élu. Donc il faut prendre le recul nécessaire. Ce qui compte, c'est bien de remplir des salles, c'est bien regarder cette photo, elle était inimaginable il y a 3 semaines. C'est bien de remplir des salles, d'afficher une vision positive de la politique américaine, surfer sur cet enthousiasme, et je vais vous parler dans quelques secondes des chiffres, des levées de fonds qui ont suivi cette décision-là. Vous allez voir, c'est considérable. C'est bien de parler de tout ça, mais le plus important, c'est d'aller voter. Mais, encore une fois, les Américains aiment, on a fait une émission avec Jean-Marc Léger sur ce sujet-là, aiment les équipes qui gagnent et aiment cet enthousiasme. Et donc, il y a un effet d'entraînement de voir ces images. Et forcément, il y a un comparatif à faire avec Donald Trump, un comparatif qui a été fait la semaine dernière et il n'a pas aimé parce que c'était un comparatif en sa défaveur. Vous connaissez chez lui l'obsession de la taille des audiences, du nombre de spectateurs quand il se déplace, et surtout il expliquait qu'il était le seul à pouvoir faire ça. Donc on a vu que lorsqu'il est allé en Géorgie, dans le même lieu que Kamala Harris, ça s'est pas bien passé parce qu'il y avait plus de monde pour Kamala Harris. Et dans la réalité, il y a quelques mois, Donald Trump a fait un meeting de campagne dans cette salle-là, et vous voyez que ce qu'on appelle les rafters, donc ou les nosebleeds, les étages du haut, étaient vides pendant que Donald Trump parlait, alors que tout était plein pour Kamala Harris. On va voir une vidéo comparative, vous allez voir, c'est encore plus fou. Et oui, une seconde avant de lancer ça, Thomas, excuse-moi, sur ce tweet que vous venez de voir, c'est pas un tweet, vous avez remarqué le rond rouge, c'est le compte officiel de la campagne de Kamala Harris sur Truth Social, la plateforme de Donald Trump. 200 000 personnes sont abonnées à ce compte-là sur la plateforme de Donald Trump, et donc on va désormais provoquer Donald Trump sur sa plateforme, sur Truth Social, pour montrer que les meetings de Kamala Harris rassemblent plus que ceux de Donald Trump. Vous imaginez
la quantité de ketchup qui a dû voler sur les murs de Bedminster dans le New Jersey où Donald Trump passe ses vacances. Et donc on va regarder le même comparatif en vidéo pour mieux comprendre l'étendue des dégâts. Vas-y Thomas. Donc voilà, 2 mois d'écart et on voit la différence. C'est significatif. Je ne vais pas dire que le mot est important, mais c'est significatif. Cela montre un renouveau. C'est vraiment le sentiment qu'on a eu hier tout au long de ce discours, que les milliers de personnes qui étaient avec nous dans le chat ont également vécu cette idée qu'on était en train de passer à un autre moment, une nouvelle génération démocrate, un enthousiasme et un ton aussi offensif. On va en parler. Avant l'arrivée de Kamala Harris et de Tim Walz, il y a eu un discours complètement fou de Josh Shapiro. Josh Shapiro, le gouverneur de la Pennsylvanie, le finaliste de cette course à l'investiture. Et je vous ai sélectionné juste un extrait à la fin. Lorsque il demande à la foule d'aller voter, de permettre que la Pennsylvanie soit remportée par Kamala Harris, de l'amener à la Maison-Blanche, et il termine avec cette extraordinaire formule. Il dit qu'il est prêt à regarder le prochain président des États-Unis dans les yeux et de lui dire « Madame la Présidente ». On écoute Josh Shapiro. Each of us has a responsibility to get off the sidelines, to get in the game, and to do our part. Are you ready to do your part? Are you ready to form a more perfect union? Are you ready to build an America where no matter what you look like, where you come from, who you love or who you pray to, that this will be a place for you? And are you ready to look the next President of the United States in the eye and say, hello, Madam President? I am too, so let's get to work. Donc c'est un gouverneur extrêmement populaire en Pennsylvanie. C'est aussi une des raisons pour laquelle il s'est retrouvé finaliste de cette course à l'investiture comme colistier. On a mesuré l'importance du poids de Shapiro en Pennsylvanie, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Il a annoncé qu'il se mettait dans les 90 prochains jours à la disposition de la campagne. Il y aura d'autres meetings en Pennsylvanie à la disposition de la campagne pour permettre à Kamala Harris et Tim Walz de gagner. Tim Walz et Shapiro qui sont des amis, et donc on va faire une petite parenthèse pour vous raconter une histoire complètement folle. On sait que Shapiro est un fan de Bruce Springsteen. On sait qu'on a vu plusieurs vidéos de Tim Walz qui est aussi un fan de Springsteen. On l'a vu avec un t-shirt, on vous a montré ces images, un t-shirt de la dernière tournée qui est en cours, celle qui devait passer par Marseille et qui a été annulée et qui va revenir l'année prochaine. Allez voir Springsteen sur scène une fois dans votre vie, ça va vous changer la vie, votre perspective de l'art, de la musique et de la communion lorsque on est tous ensemble dans un concert. C'est une expérience unique. Et donc justement, cette expérience unique, lorsque Tim Walz est arrivé sur scène et lorsqu'il a remercié avant de se lancer dans son discours, lorsqu'il a remercié
Josh Shapiro de cet accueil, d'avoir chauffé la foule pour eux. Il a raconté une anecdote en disant que il n'y a pas de meilleure personne que Josh Shapiro pour aller dans le New Jersey. Springsteen est originaire du New Jersey, assister à un concert de Springsteen. On écoute ce moment-là. And Pennsylvania, I know you know this, but my God, what a treasure you have in Josh Shapiro. Holy hell, can this guy bring the fire? He can bring the fire. This is a visionary leader. Also, I have to tell you, everybody in America knows when you need a bridge fixed, call that guy. And I think sometimes we forget, and you see people a little one-dimensional, but seeing a guy who cares so deeply about his family, a man with compassion, vision, and I'll have to tell you this, I know this from experience, there is no one you would rather go to a Springsteen concert in Jersey with than him, than that guy. Bruce! Voilà, un moment assez amusant où donc il commence son discours en expliquant qu'il n'y a pas de meilleure expérience que d'aller à un concert avec Shapiro pour aller voir Springsteen. Le gouverneur du New Jersey qui était avec eux publie dans la foulée une photographie qu'on va voir. Donc vous avez Tim Walz avec la casquette et Shapiro qui sont lors d'un concert, on le voit sur écran derrière, de Springsteen. Et ce qui est amusant, c'est que lorsqu'il cite le nom de Bruce et que lui-même dit Bruce, on entend une espèce de bruit derrière qui, pour les oreilles non habituées, on pourrait penser que les gens sont en train de bouer. En fait, le public est en train de faire Bruce, Bruce. Mais il y a un journaliste qui n'était pas au courant de cette tradition des concerts springsteeniens, des messes springsteeniennes depuis plus de 40 ans. C'est Jake Tapper sur CNN qui lui a pensé et donc a donné cette information au public de CNN que le public de Pennsylvanie avait hué Bruce Springsteen et le New Jersey. On écoute tout de suite Jake Tapper. He said that Shapiro was the kind of guy you wouldn't mind to go see Springsteen with in Jersey, which prompted some boos. This just tells me that Jake Tapper's never been to a Bruce Springsteen concert because they were saying Bruce! 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 Jake Tapper. First it was Brat, now this. Donc voilà, c'était une petite parenthèse springsteenienne. Tout à l'heure, je vous disais, Thomas vous a montré les images, que ce discours, cet ensemble de discours, celui de Kamala Harris pour présenter et justifier le choix de Tim Walz, je vous invite à aller revoir, et elle est disponible gratuitement, notre émission en direct lors de ce meeting pour aller revoir l'intégralité de ce discours. Ça en vaut la peine, croyez-moi. En français parce que je vous l'ai traduit au fur et à mesure et je l'ai essayé de vous replacer dans le contexte et passer sur tous les écrans de télévision américains. Pourquoi je vous redis ça? Parce que ce moment d'enthousiasme et de vision positive qui tranche donc avec la vision de Donald Trump qui décrit en permanence une équipe, un pays des États-Unis au bord du chaos, au bord de la chute, le monde à la veille de la Troisième Guerre mondiale, c'était quelque chose de complètement différent. Et d'ailleurs, c'est quelque chose, dès que Tim Walz a pris la parole, il a mis cet aspect de joie, de bonheur qui passait à travers la personnalité de Kamala Harris comme étant un des signes, un des symboles de cette campagne. On écoute Tim Walz. Thank you, Madam Vice President, for the trust you put in me, but maybe more so,
Thank you for bringing back the joy. I'm thrilled to be on this journey with you and Doug, this incredible journey. Et donc voilà, ce sentiment de joie qui est visible, qui est perceptible, on le voit et on l'entend, c'est quelque chose qui, encore une fois, nous ramène en 2008 avec Obama, voire la première campagne de Bill Clinton avec Al Gore, je pense que c'était en 1992. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas habituel, qu'on n'a pas vécu en 2016 avec Hillary Clinton, qu'on n'a pas vécu en 2020 avec la campagne de Biden. C'est vraiment une spécificité. Et ce nouvel élan s'est accompagné d'une des meilleures journées de levée de fonds de la campagne Harris. Et quand je vous parle encore une fois de levée de fonds, de l'argent envoyé sous forme de petits dons de $5, de $10, de $25, par principalement des personnes qui donnaient à la campagne pour la première fois, lors de cette 45 minutes 45 minutes en gros, 45 minutes, 1 heure de l'ensemble de ces 3 discours, la campagne Harris a levé 7 millions de dollars. 7 millions de dollars pendant ce discours-là. 35 millions de dollars sur les 10 premières heures de la candidature, de l'annonce de Tim Walz. C'est un succès à ce niveau-là. Je vais vous montrer maintenant, on a une partie qui arrive sur la manière dont Tim Walz est parti à l'offensive contre J.D. Vance et contre Donald Trump. On va vous montrer ce moment-là. Je voulais aussi vous montrer quand à la fin des discours, le mari de Kamala Harris, Doug, et la femme, Gwen, de Tim Walz les ont rejoints sur scène. On regarde ce moment-là. Tout cela, c'est pour vous donner un aperçu de cette campagne. Thomas, j'ai pas bien vu dans le reste du dossier s'il y avait quelque chose. Oui, évidemment, on conclut sur cette forme. Hein, on va vous remontrer des images, ne vous inquiétez pas. On conclut sur ce côté légal. C'est le Federal Election Commission, donc c'est le bureau qui gère la campagne électorale de manière officielle et qui donc a enregistré le nouveau ticket Kamala Harris, Timothy Walz en termes de vice-président. Donc ça y est, c'est officiel. Walz pour le ticket démocrate pour tenter de l'emporter dans 90 jours. Allez, on fait une pause et on se retrouve immédiatement. Bonjour, si vous nous rejoignez à l'instant pour cet épisode 20 du récap de la chute, on revient sur cette journée historique, le choix de Kamala avec Tim Walz et leur premier meeting de campagne. On a vu des images, il y en a encore plein d'autres qui arrivent. On va voir comment Tim Walz est parti à l'attaque. Ça va être la partie là qu'on va ouvrir immédiatement. Avant ça, évidemment, je voudrais remercier celles et ceux qui soutiennent
la chute depuis un moment, qui sont inscrits à notre émission et qui ont décidé de venir aussi nous soutenir via Super Chat. Merci à toi, Roro, Phil, je ne sais pas si c'est ton vrai prénom, mais en tout cas, merci beaucoup. Merci également à celles et ceux qui se sont abonnés en masse ces derniers jours et qui ont cliqué sur la sonnette de notification. Et évidemment, je vous invite à le faire. Si vous êtes sur X, venez nous rejoindre sur YouTube. On va passer, Thomas, au dossier donc Tim Walz qui passe à l'attaque. C'était une des parties importantes de ce meeting. On a parlé de toutes les qualités de Tim Walz comme vice-président, ce qu'il devait apporter à Kamala Harris, l'image de l'Amérique profonde, le gars authentique, de confiance, etc., etc. Il y a un rôle qui est aussi traditionnellement donné aux candidats pour la vice-présidence, c'est celui du chien d'attaque. En gros, l'idée c'est de se dire la personne la plus importante sur le ticket, c'est le candidat à la présidence, et donc pour le préserver un petit peu, pour qu'il soit moins exposé, c'est au rôle du vice-président d'attaquer. Et hier, sur scène, Tim Walz a montré que non seulement il était prêt à assumer ce rôle-là, mais il avait un véritable talent pour le faire. Donc on va regarder un premier extrait où il a décidé de parler des crimes de Donald Trump. He froze in the face of the COVID crisis. He drove our economy into the ground. And make no mistake, violent crime was up under Donald Trump. That's not even counting the crimes he committed. Voilà la formule qui a fait mouche. Il explique que sous la présidence Trump, les crimes aux États-Unis étaient plus hauts que sous la présidence Biden. Et il dit ces chiffres étaient là et c'est sans compter les crimes commis par Donald Trump. Et donc vous avez vu la réaction du public qui apprécie d'avoir des candidats, et ce n'était pas la signature des démocrates pendant des années. Justement, c'était souvent un regret, voire un reproche qu'on faisait aux démocrates d'être trop passifs face aux républicains et face surtout au mouvement MAGA et à Donald Trump. On n'est plus du tout dans cet esprit-là. Donc il n'a pas hésité à s'attaquer à Donald Trump, et puis il s'est attaqué aussi forcément à son équivalent sur le ticket Donald Trump, J.D. Vance. Mais avant de voir la vidéo du moment où il attaque J.D. Vance, et attention, il y a encore une formule qui va faire mouche en fin d'intervention, juste une information, on va voir une photo du meeting de J.D. Vance, donc pour essayer de contrebalancer cette tournée des États clés. En fait, la campagne Trump a décidé d'envoyer J.D. Vance dans une espèce de mission impossible, qui est de faire en gros, dans les quelques heures qui précèdent un meeting de Kamala Harris et un meeting de Tim Walz, de faire un événement de campagne. Ça serait peut-être plus le rôle de Donald Trump, mais Donald Trump est en vacances. Donald Trump joue au golf. Il a prévu un seul meeting cette semaine dans le Montana, qui n'est absolument pas un État clé. Et donc, il y avait J.D. Vance qui a fait un meeting. Et lorsque je vous dis que cette campagne bégaye complètement et ne sait pas comment répondre aux problèmes, on se rend compte qu'ils ont décidé d'avoir un nouveau logo qui dit Kamala Chaos, le chaos Kamala. Mais le problème, c'est que visuellement, le slogan est en arrière, il y a un public devant, et donc lorsque J.D. Vance parle,
on a l'impression qu'il fait la pub pour la campagne Kamala. C'est un raté majeur de la campagne Donald Trump. Visuellement, voilà ce que ça donne lorsque J.D. Vance est en train de parler. Au-dessus de lui, un seul mot lisible, Kamala. Et donc, il y avait ce meeting en termes de concurrence. Donc, je vous ai expliqué que Kamala Harris et Tim Walz étaient dans une salle remplie jusqu'à la gorge avec 10 000 personnes. Les options qui restaient disponibles pour J.D. Vance étaient limitées. Finalement, la campagne a loué une salle de 2000 personnes et je vais vous montrer l'article de presse et je suis allé vérifier, c'est pas une erreur, c'est vraiment le chiffre qui raconte qu'il y avait une foule d'un peu plus de 200 supporters. 200 supporters qui se sont déplacés pour aller écouter J.D. Vance alors qu'il y en avait 10 000 de l'autre côté. C'est aussi la preuve d'une véritable difficulté. C'est aussi la preuve que J.D. Vance, on vous le raconte sondage après sondage, on vous le raconte émission après émission, il est rejeté par le public américain. 200 supporters contre 10 000. Et donc, on va retourner du côté de Tim Walz. Avant d'écouter Tim Walz, on va voir sur CNN, cette fois-ci, il y avait le ministre des Transports, Mayor Pete, qui était sur CNN pour justement dresser le contraste entre Tim Walz et J.D. Vance. Et attention, ça fait mal. Just again, somebody who is so clearly and straightforwardly connected to the experiences of most Americans, the way Tim Walz is. I mean, the first time I met him, or at least the first time I spent much time with him, was at the Minnesota State Fair. It was right next to the enclosure where they do the butter sculpture, the life-size butter sculpture, which is about as prototypically Minnesota State Fair as I can imagine. And he greeted me like an old friend, and just I remember thinking, you know, he's obviously the governor. I know what he looks like, and he sounds like the governor, but he didn't carry himself like somebody who thought he was more important than anybody else in the room, in the building, or on the fairgrounds. He's somebody who just knows where he came from and gets where people are at. Seeing the contrast between that and J.D. Vance, who has contorted himself repeatedly from a never-Trumper Silicon Valley investor to now trying to be a voice of the working-class Midwest. It's just going to be an extraordinary contrast, and I'm very much looking forward to watching that debate. It's quite a... Donc, on parle ici forcément, Pete Buttigieg, du débat à venir, en expliquant que ça va dresser un contraste, parce que d'un côté, vous avez un personnage qui est authentique, qui est sympathique. Le nombre de messages, de tweets qu'il y a eu aujourd'hui de personnes expliquant et de messages pleins d'humour expliquant que en fait c'était Tim Walz qui avait servi de modèle à Ted Lasso, qu'on avait envie d'aller boire une bière, d'aller faire un barbecue, d'aller camper avec Tim Walz, de savoir comment on pouvait devenir son ami. Et de l'autre, il y a J.D. Vance qui justement a été utilisé par le camp Trump pour tenter de dire voilà, il peut connecter avec la partie rurale des États-Unis parce que c'est un élu. C'est un élu de l'Ohio, mais comme on le rappelle et qu'on va continuer à le rappeler, la réalité c'est que J.D. Vance, c'est quelqu'un qui a changé en permanence pour enfin trouver cette position qui lui permet d'être le colistier de Donald Trump. C'est quelqu'un qui a derrière lui l'argent de la Silicon Valley, c'est un investisseur d'entreprises de high-tech, etc., etc. Et d'ailleurs, il y a un côté ironique, ça va être la prochaine et dernière partie de l'émission, sur l'angle d'attaque
choisi par le camp Trump, et Vance a été le premier parce que à ce moment-là, il était dans son fameux meeting à 200 personnes où derrière lui, il y a un gros panneau Kamala. Il était en meeting au moment où on a su le nom de Tim Walz, et il nous a expliqué les yeux dans les yeux, j'allais dire les yeux maquillés dans les yeux du public, que en fait Tim Walz était l'incarnation du politicien gauchiste de la Californie. Tim Walz c'est un chasseur. Tim Walz c'est un ancien militaire. C'est quelqu'un qui répare sa voiture lorsqu'elle tombe en panne. C'est quelqu'un qui passe un motoculteur. Ce n'est pas un élu de San Francisco. Et le plus fou, c'est que dans la réalité, et c'est là le problème de J.D. Vance, c'est quand il fait ce genre d'attaque, évidemment, les journalistes et le parti d'en face, le parti démocrate, va creuser et se rend compte que J.D. Vance a vécu 4 ans à San Francisco. Donc s'il y a bien quelqu'un qui est sous l'influence de la Californie, c'est J.D. Vance, c'est pas Tim Walz. Et donc tout ça, évidemment, ça va ressortir au moment du débat. Un débat dont on n'est pas encore sûr qu'il va se tenir, parce que ça va être extrêmement difficile pour J.D. Vance. Et puis, de l'autre côté, on a Trump qui ne veut pas faire de débat avec Kamala Harris. Donc, comment la campagne Trump arrive à jongler avec cette idée que Trump ne va pas faire de débat, mais son vice-président va le faire. Donc, on va suivre ça. Et évidemment, Tim Walz s'est régalé sur cet aspect-là et a ramené au public, écouté jusqu'à la fin, une fameuse rumeur de J.D. Vance. Je ne vous en dis pas plus. On écoute, je vous explique après. Like all regular people I grew up with in the heartland, J.D. studied at Yale, had his career funded by Silicon Valley billionaires, and then wrote a bestseller trashing that community. Come on! That's not what middle America is. And I gotta tell you, I can't wait to debate the guy. That is if he's willing to get off the couch and show up. So, you see what I did there? Donc, vous avez vu la réaction du public. Il faut savoir que un des points négatifs de Tim Walz, lorsque on a demandé, lorsqu'il établisse ses points forts et ses points faibles à la campagne de Harris, pour savoir si on pouvait le sélectionner, il a mis en avant le fait qu'il n'avait jamais utilisé de prompteur de sa vie, et que donc tous ses discours, il les travaille avant et puis il les a en tête et il improvise sur scène. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc, ce qu'il raconte, il dit que voilà, je ne peux pas attendre, je suis tellement impatient de débattre contre ce gars-là qui nous explique que c'est quelqu'un qui connaît l'Amérique rurale et qui en fait est financé par des milliardaires de la Silicon Valley comme Elon Musk et Peter Thiel. Et donc, il raconte tout ça et il dit, je suis prêt à lui débattre, si évidemment il trouve la force de se lever de son divan. Et là, le public explose de rire parce que vous connaissez, évidemment, vous en a parlé ici, le fait que J.D. Vance, de manière complètement fausse au départ, je vous rappelle, J.D. Vance n'a jamais eu de rapport sexuel avec un divan. C'est quelque chose qui est né sur les réseaux sociaux, qui aujourd'hui continue à lui coller à la peau. La preuve, et qui a permis de mettre en avant différentes choses, qui a permis de mettre en avant ses vraies déclarations contre les femmes qui n'ont pas
qui n'ont pas d'enfants et qui sont propriétaires de chats, ces déclarations contre les familles sans enfants en expliquant que les familles avec enfants devraient avoir plusieurs bulletins de vote, sa position extrémiste sur l'avortement en disant que même lorsqu'une fillette est violée par un membre de sa famille, un beau-père, un père, et qu'elle devient enceinte, elle ne peut pas avorter, etc., etc. Tout ça, c'est arrivé sur scène parce que c'est arrivé en avant, parce que il y a eu cette blague de J.D. Vance, donc ça a attiré l'attention vers J.D. Vance, de J.D. Vance et les sofas, et le concept, et ce concept a été propagé sur les médias américains par une personne, Tim Walz, sur le fait que J.D. Vance était weird, J.D. Vance était étrange, et c'est quelque chose qui maintenant a gagné Donald Trump, qui est obligé sur son site de Truth Social de poster des articles pour expliquer que non, J.D. Vance n'est pas weird. Donc ça a vraiment été un succès, et c'est ce qui promet dans les prochaines semaines, c'est le fait que Tim Walz ne mâche pas ses mots, il n'a peur de rien, et il est prêt à tenir tête non seulement à J.D. Vance, mais aussi à Donald Trump. Allez, on fait une pause, et puis on va voir comment le camp d'en face a tenté de répondre au phénomène Walz. A tout de suite. Voilà, nous revoilà pour cet épisode 20 du récap de la chute, où on revient sur la journée historique que nous avons vécue hier mardi aux États-Unis avec l'entrée en campagne de Tim Walz, le colistier de Kamala Harris. Merci d'être aussi nombreux, vous êtes plus de 2000 à nous rejoindre en direct, alors que c'est un horaire un petit peu particulier. Ce n'est pas l'horaire habituel de nos émissions. Nous sommes en plein été, je le sais aussi, mais en tout cas, merci d'être là. Si vous nous rejoignez pour la première fois, ou si vous nous suivez sur X, merci. Si vous nous suivez sur X ou vous nous rejoignez pour la première fois, donc n'hésitez pas à aller vous inscrire à la chaîne, c'est complètement gratuit. Rejoignez-nous, rejoignez Maintenant Média dans cette aventure complètement folle de vous raconter la campagne américaine, les procès de Donald Trump en septembre. C'est reparti, on repart à fond sur ce sujet-là avec la sentence de Donald Trump. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à cliquer sur la sonnette de notification. Et puis si vous voulez nous soutenir de manière plus régulière et à nous rejoindre sur le chat Telegram de la chute, où on parle politique américaine et affaires Donald Trump 24 heures sur 24. Thomas vous montre à quoi ça ressemble, où on partage en français toutes les informations qui sortent sur le sujet. Vous voyez, des cartes, des articles, des photos, etc. etc. Venez nous rejoindre, allez jeter un œil sur lachute.info. Donc, je vous parlais en début d'émission de la nécessité de définir un candidat en vous expliquant que Tim Walz avait deux opportunités et demie, la demi étant le débat. Il y avait aujourd'hui et il y avait et il y aura son discours lors de la convention. Ce sont des choses importantes, même si historiquement, l'impact d'un vice-président est extrêmement limité en termes électoraux. Il a un effet qui se quantifie à entre 1,5 et 2 points de plus dans l'État duquel il est originaire, mais globalement, il y a peu d'effet. Je ne pense pas que la candidature de Tim Walz aura un effet fort
sur la volonté d'aller voter pour Kamala Harris contre Donald Trump, mais il aura un effet tout au long de cette campagne. Il aura un effet par la portée de ses attaques, par sa personnalité, et en continuant cette vague d'enthousiasme qui est autour de Kamala Harris, en lui permettant de continuer à gagner des points dans les sondages. Hier, à quelques heures justement du premier meeting de Philadelphie, il y a eu un sondage très important aux États-Unis. C'est celui qui est fait par la chaîne NPR et la compagnie Marist. C'est une des meilleures compagnies de sondage aux États-Unis. Elle est notée A+. A+, c'est l'équivalent en notation d'un 18-19 sur 20. Ça veut dire que ces dernières années, elle ne se trompe pas ou peu. Et donc, elle a donné une avancée de plus de 3 points, 4 points selon les scénarios, à Kamala Harris, au-dessus de la barre des 50%. C'est extrêmement important parce que l'enthousiasme qu'amène Tim Walz va lui permettre de gagner sûrement encore 1 ou 2 points dans les sondages. Ensuite, la convention démocrate, si elle se passe bien, va lui permettre de gagner encore 1 ou 2 points et de terminer l'été avec un écart contre Donald Trump de plus de 5 points. Pourquoi c'est important? Parce que ça inscrit cette campagne dans cette dynamique de gagner, et surtout parce que les premiers États qui vont commencer à voter le font à partir du 6 septembre. On vote le 5 novembre dans tous les États-Unis, mais plusieurs États proposent du vote par correspondance, du vote par avance, par anticipation, et à partir du mois de septembre. Donc c'est important à ce moment-là d'avoir le vent en poupe au niveau de l'opinion, parce que les Américains aiment voter pour une équipe gagnante et le sentiment que le candidat qu'ils ont choisi va gagner. Donc tout ça, c'est important. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça explique l'ouragan qui est descendu sur Tim Walz de la part de la campagne Trump, qui a essayé de se rattraper. Ils n'ont pas réussi, et voire ils ont plutôt raté leur entrée en campagne contre Kamala Harris, en ayant énormément de mal pour la définir. Définir un candidat, non seulement c'est crucial, mais c'est une fenêtre extrêmement limitée. Si un parti politique n'arrive pas à vous donner une image négative, lorsque c'est votre opposant, dans les 2 premières semaines, le public se forge sa propre opinion et c'est trop tard. Donc c'est extrêmement compliqué, et ils n'ont pas voulu se rater sur Tim Walz avec un angle d'attaque assez particulier qui a débuté. Donc on va retourner à Vance lors de son meeting. Vous allez voir, le réalisateur s'est rendu compte qu'il y avait un problème avec le nom derrière Vance, donc il va resserrer son cadre, où d'un coup J.D. Vance, et c'est évidemment une réponse qui avait été décidée avant et qui a été coordonnée, va nous décrire Tim Walz comme un dangereux gauchiste, quelqu'un qui serait à la gauche de l'extrême gauche de Jean-Luc Mélenchon. On commence. So first of all, the reason I didn't say a whole lot about Tim Walz is because the Democrats have showed a willingness to pull a little switcheroo on us. So I don't even know if we're actually going to get Tim Walz out of this campaign. And I think that a lot of us are asking ourselves, well, it's not going to be official until the Democrats actually nominate him, I guess, at their convention next week. So that's the first reason. The second reason is, look, Tim Walz's record is a joke. He's been one of the most far-left radicals in the entire United States government at any level. But I think that what Tim Walz's selection says is that Kamala Harris has bent the knee to the far left of her party, which is what she always does. Donc voilà, donc l'idée de dire que Tim Walz est un des élus les plus radicaux gauchistes des États-Unis, toutes catégories confondues.
ce qui a dû pas mal étonner du côté du Minnesota, où il gagne ses élections. Je vous expliquais qu'il était dans un comté qui était acquis aux républicains, et les républicains ont voté pour lui. C'est une classification qui a dû étonner la NRA, qui pendant des années a soutenu Tim Walz. Et lorsqu'on va regarder, il y a des organismes aux États-Unis apolitiques et indépendants qui justement notent les élus politiques. On va voir ce classement, cette carte-là, qui permet de voir où se trouve Tim Walz sur l'échiquier politique. Donc, en rouge, ce sont les élus républicains, les points rouges. Les points bleus, ce sont les élus démocrates. Donc, vous en avez quelques-uns qui sont vraiment à l'extrême de l'extrême gauche, comme vous avez des élus républicains qui sont à l'extrême de l'extrême droite. Et Tim Walz, regardez où on le trouve. Thomas va zoomer dans cette image-là. Tim Walz, c'est le triangle là qui est quasiment au milieu. Regardez, il est très proche de républicains. Et donc l'idée de décrire Tim Walz comme un dangereux gauchiste, non seulement elle est factuellement fausse, mais en plus, elle ne correspond pas à l'image de ce personne-là, et c'est une erreur de penser que les Américains qui connaissent à quoi ressemble l'électorat moyen du Minnesota, qui connaissent ces États ruraux, ils savent très bien que dans ces États ruraux, on ne vote pas pour un gauchiste. Mais c'est l'angle qui a été choisi par la campagne Trump. Trump lui-même, sur Truth Social, a mené la charge contre Tim Walz. On va voir le message sur Truth Social de Trump. Il y en a eu plusieurs comme ça dans la journée pour expliquer que c'est le duo le plus radical de l'histoire des États-Unis. Tant qu'on y est, on ne va pas se gêner, on va en rajouter une sauce, et donc on rajoute de ce côté-là. Et évidemment, toute la journée, sur Fox News, on a cultivé cette idée que Tim Walz, en fait, était un dangereux gauchiste qui rêvait, qui en fait souhaitait, wannabe, qui souhaitait être l'équivalent de ces élus radicaux de l'extrême gauche en Californie. Je vous rappelle que il n'a jamais vécu à San Diego. Celui qui a vécu à San Diego en Californie, c'est J.D. Vance. Et donc, on va regarder, par exemple, les républicains se sont dit, ok, comment on fait passer cette idée? Donc il y a plusieurs personnalités de gauche et de l'extrême gauche aux États-Unis, dont un que vous connaissez en France, qui est Bernie Sanders. Et donc on s'est dit, voilà, on va dire que Tim Walz, le gars que je vous ai montré tout à l'heure, Tim Walz est l'équivalent, voire pire, voire encore plus extrémiste de Bernie Sanders. On écoute McCarthy, l'ancien speaker de la Chambre des représentants. This is the most extreme. This is going from San Francisco to, here you go into Minnesota, the area that even Ronald Reagan could not win. I mean, this is what's so amazing to me. I served with Tim. We came into Congress together. He's known for being the Bernie Sanders of Congress, but to combine. Donc voilà, donc il dit, McCarthy essaie de faire une espèce d'arc qui relie la Californie au Minnesota. Donc vous imaginez la chose, le Minnesota est un État du Nord, en expliquant que c'est en gros ce croissant gauchiste aux États-Unis qui part de San Francisco et qui va jusqu'au Minnesota, et en expliquant que lorsque il était élu du Congrès, le surnom de Tim, c'était le Bernie Sanders du Congrès. Bernie Sanders est un élu du Congrès. Pourquoi on surnommerait quelqu'un d'autre le Bernie Sanders du Congrès lorsqu'il y a le vrai Bernie Sanders? On est évidemment dans le n'importe quoi. Et donc on a vu que nous sommes dans le n'importe quoi. On a rajouté
encore plus dans cette direction. On va écouter par exemple maintenant une élue pro-Trump qui va aller encore plus loin en expliquant que si on veut l'ordre et la loi, ce n'est pas Tim Walz parce que c'est un dangereux gauchiste, c'est Donald Trump. On écoute tout de suite une des alliées, Mashburn, de Donald Trump. A far left ticket, the most radical ticket. If you want to restore common sense, if you want to restore law and order, if you want to restore the rule of law, Donald Trump, J.D. Vance. Donc voilà, l'ironie de la chose, c'est que on est en train de nous dire que du côté MAGA, et honnêtement, le public américain, les électeurs américains ne sont pas des idiots. On est en train de nous dire que si vous voulez restaurer l'ordre et la loi, il ne faut pas évidemment voter, hein, les éléments de langage sont les mêmes sur ce ticket gauchiste et radical, mais il faut voter pour Donald Trump. Je vous rappelle que Donald Trump vient d'être condamné pour 34 chefs d'inculpation. Il est inculpé dans d'autres affaires et donc il se présente du côté MAGA comme étant exactement comme le souligne Bella Bellamel, le candidat de l'ordre et de la loi. C'est complètement ironique. Cette attaque, et c'est là où en plus c'est complètement amusant, c'est que ces derniers jours, la campagne Trump s'était persuadée, parce que ça avait du sens par rapport à la carte électorale, s'était persuadée que le colistier de Kamala Harris serait Josh Shapiro. Ils s'en étaient persuadés. Ils étaient certains que ça allait être Josh Shapiro. Le directeur de campagne de Donald Trump avait fait un tweet il y a quelques jours en disant « Breaking news, cela sera Josh Shapiro ». Ils en étaient persuadés et donc sur Fox News, ces mêmes élus, là on va entendre ces mêmes élus ou alliés de Donald Trump, on va entendre une des directrices de la communication de sa campagne, avait déjà commencé, avant la décision, en amont, une campagne contre Josh Shapiro, et vous l'avez deviné, en utilisant exactement les mêmes arguments aujourd'hui qui sont utilisés contre Tim Walz, en expliquant que Josh Shapiro était un dangereux gauchiste. On écoute. Kamala Harris, he is a far-left Democrat. There is not much daylight between these two records. When Josh Shapiro was Attorney General and as Governor of Pennsylvania, he's been incredibly soft on crime. We know Kamala Harris wants to defund the police. Josh Shapiro has repeatedly voted to raise property taxes in the Commonwealth. We know Kamala Harris wants to continue to increase our taxes, even on top of her record-high inflation crisis. And Josh Shapiro is anti-American energy. In fact, he said he wants to criminalize the oil and gas companies in this country. Imagine what that will do to good-paying jobs in Pennsylvania. If you want to know what a Shapiro-Harris America would look like, just look at the streets of San Fran, where Kamala comes from. Look at the streets of Philly. And Jesse, Donc voilà, encore une fois, San Francisco, c'est l'angle d'attaque qui a été choisi aussi contre Kamala Harris. Ils ont eu énormément de mal. L'idée de dire que Kamala Harris, qui avant d'être élue au Sénat et avant d'être vice-présidente, a eu une carrière de procureur en Californie, de dire que c'est une dangereuse radicale qui vient de Californie. Je pense que c'était des thèmes qui étaient porteurs en 2020, qui étaient porteurs en 2016, mais qui ne le sont plus aujourd'hui. Les Américains ont besoin d'une vision pour le futur, ce que ne leur offre pas Donald Trump. Et cette idée de décrire Kamala Harris comme une espèce d'extrémiste est complètement folle. Et c'est pour cela d'ailleurs, pour essayer de combler cette attaque-là, que le choix de Tim Walz fait complètement du sens parce qu'il apporte le côté terrien qui est rassurant pour une partie de l'électorat américain qui pourrait s'inquiéter. Et donc, c'était la stratégie qui était choisie contre Josh Shapiro, c'est la stratégie qui a été utilisée
contre Tim Walz. Il y a même eu une première publicité qui est sortie immédiatement, forcément elle était prête et c'est de l'ordre du normal, pour accuser Tim Walz d'être un gouverneur gauchiste du Minnesota. Le Minnesota a dû découvrir ça avec une certaine surprise. Mais bon, on va regarder cette pub MAGA. What could be weirder than signing a bill into law that requires schools to stock tampons in boys' bathrooms? Or weirder than signing legislation allowing minors to receive sex change operations? Try electing the man who signed those bills Vice President of the United States. Enter Chief Weirdo Tim Walz. As governor of Minnesota, Walz supported legislation that endangers minors, hurts women, and puts radical ideology ahead of common sense. Now Kamala wants Walz to enforce those laws on a national scale. Tim Walz, too weird, too radical. Donc vous avez remarqué 3 choses dans cette publicité. Le fait qu'on utilise le terme de radical attaché à Tim Walz. Je vais vous montrer quelques photos, hein, gardez ça en tête du côté radical, hein, de ce gars-là qui est ce fameux gauchiste du Minnesota. Oui, c'est le fameux gauchiste sur son divan. Salut J.D. Vance, dédicace spéciale avec son chat. On a aussi en famille, on l'a aussi, je pense, avec Scout, le chien de la famille en train de chasser. Et donc la campagne Trump va dépenser une énergie folle, un temps fou et des ressources de millions de dollars pour essayer de faire croire aux États-Unis que ce bonhomme-là est un radical, est un dangereux extrémiste. Bonne chance à eux. On va voir aussi que cet effort coordonné hier soir sur Rumble, donc la plateforme, l'équivalent de YouTube, mais qui est utilisée par tout ce qui est extrême droite internationale, qui est utilisée par les complotistes. Rumble, dont J.D. Vance est actionnaire. Il y avait plusieurs émissions, je vais vous montrer 4 émissions qui allaient dans ce sens-là. Donc voilà, Kamala a choisi un vieil homme. Donc vous voyez les États-Unis qui brûlent, le drapeau LGBTQ avec des enfants. C'est l'idée qu'il est d'accord pour les mutilations génitales des enfants, des allusions à de la pédophilie. On continue de dire que voilà, hein, c'est un des thèmes mis en avant par Trump en disant que l'enfer allait s'abattre aux États-Unis. Donc on voit ce photomontage de Vance en train de danser avec le diable tandis que l'Amérique brûle. Hein, ce sont des vraies émissions, des vrais podcasts qui sont passés cette nuit et hier soir sur les réseaux de MAGA, de l'extrême droite américaine. On continue dans le même esprit. Donc Laura Loomer, qui travaille pour la campagne Trump, qui a expliqué que ça allait être l'été du djihad cette fois-ci, avec non seulement le Hamas mais Daesh qui sont mises en avant qui sont utilisés ici sur Tim Walz et Kamala Harris, en expliquant que oui, Tim Walz du Minnesota, hein, tout en haut, il a des liens avec ISIS, et on continue le dernier, et pour vous montrer qu'on est vraiment dans cette dimension de racisme sur Kamala Harris et Tim Walz avec le drapeau de la Somalie, et voyez la manière dont on a déformé le visage de Kamala Harris pour se moquer d'elle et de son rire. D'ailleurs, c'est un des points de la publicité que vous avez entendu. On continue à attaquer Kamala Harris sur le côté radical et sur son rire qui permet après à Donald Trump de dire « Regardez, c'est une idiote, elle n'arrête pas de rire ». De l'autre côté, on dit « Voilà, on est dans une campagne positive, on est dans une campagne de joie ». Et évidemment,
évidemment, Fox News est aussi allé dans cette direction. Je vais vous montrer 2 extraits. Les 2 sont de Stephen Miller. Stephen Miller, c'est un des conseillers les plus proches de Donald Trump. C'est lui qui est en charge de toutes les politiques, de tout ce qui est politique d'immigration. C'est lui qui est derrière l'origine de ce plan d'expulser entre 10 et 15 millions d'étrangers aux États-Unis via l'armée, en utilisant des convois de trains. Je sais, c'est un écho d'une période extrêmement sombre. Et il était invité de Fox News pour dresser un portrait complètement apocalyptique de Tim Walz en expliquant qu'il était en train de transformer le Middle West en tiers-monde. On va regarder cette vidéo. He is the biggest booster in the whole country for unlimited refugee resettlement. That means under the Harris-Walz plan, they're going to turn the entire Midwest into Mogadishu. That's their plan. That's their policy. I don't think there's a market for that in the United States of America. Voilà, on est dans la peur du public. On essaie de faire peur aux spectateurs de Fox en disant que Kamala Harris et Tim Walz ont un plan d'installer des millions de réfugiés de Somalie dans le Minnesota et de transformer cette région des États-Unis en équivalent de Mogadiscio. On a peur de rien, on a peur de plus rien sur Fox News. Et encore, on va voir un 2e extrait où cette fois-ci, on parle de tiers-monde et on explique que surtout Tim Walz, c'est un con. On écoute. This man is a moron, he is an incompetent, he is a radical, and he is going to turn the entire Midwest into a third world state. This is a disaster for America. We have to beat this guy, and we have to beat Harris in November. Voilà, c'est un désastre pour l'Amérique. Le gars est d'une stupidité. Il y a une journaliste, pour montrer du côté de Fox News, il y a une intervenante, une chroniqueuse, pour montrer qu'on est une chaîne qui est équilibrée. Il y a une journaliste qui est pro-démocrate sur les plateaux de Fox News, et quand on a mis en avant cette idée que attention, J.D. Vance était complètement un radical, complètement fou, elle a rappelé des faits et le fait que le Minnesota était la 6e capitale en termes d'affaires, ou parmi les plus grandes, comme la marque 3M Scotch, parmi les plus grandes marques américaines, elles ont leur siège social au Minnesota, et d'expliquer comment ça paraît complètement fou de dire que le gars c'est un dangereux radical extrémiste de gauche, mais de l'autre côté, les entreprises viennent s'installer dans son État. On écoute Jessica tout de suite. And that Governor Walz brings a lot of experience that she wanted on the ticket, not only his time in Congress, where he was, I think, the 7th most conservative Democrat in the House, someone who is a gun owner, someone who does have those Midwestern values, but his executive experience in Minnesota. And I've seen, and Jesse just radiated some of them, the attacks on him as a socialist. I don't know what kind of socialist runs the number 6 best state in America for big business. Target is there for a reason. 3M is there for a reason. United Healthcare is there for a reason. General Mills is there for a reason. And the kinds of things that he has gotten past are exactly the kinds of things that Kamala Harris wants to talk about. Things like paid sick leave, $2.3 billion into public schools. He did a huge infrastructure bill. Was this your top pick? Yeah, actually it was. In the last couple of days, I was honestly happy with all 4 finalists. And if it had been Andy Beshear, Mark Kelly, Tim Walz, or Josh Shapiro, I would have been happy. But what you're going to see is the right trying to define him as Jesse did, but you're going to see that side-by-side picture of Tim Walz after he signed free school breakfast and free lunch, and someone like Sarah Huckabee Sanders, who is a star in the Republican Party, got a prime speaking spot at the RNC, signing a bill to allow kids under 16 to be able to work. That is the contrast here. A guy who wants to put food in kids' bellies and someone who wants kids to be able to work. And he's the real deal. He is what J.D. Vance wishes that he were. And so you're questioning whether... Donc c'est quelques minutes de plein de sens sur Fox News, où elle explique qu'en fait Tim Walz est
celui que J.D. Vance aurait aimé. Alors je sais, Thomas vient de me signaler que ça fait 2 ou 3 fois que je mélange les prénoms. Il est presque 2 heures du matin ici à Las Vegas. La fatigue commence à se faire sentir, je m'en excuse. Vous comprenez lorsque je veux parler de Tim Walz et non pas de J.D. Vance. Et donc elle explique que comment dire que ce gars-là c'est un socialiste et que les plus grandes entreprises souhaitent venir s'installer dans son État, et le contraste entre lui qui fait passer ses lois pour nourrir tous les enfants du Minnesota et de l'autre côté des lois passées par des gouverneurs MAGA. Une loi est citée dans l'Arkansas où la gouverneure MAGA a signé une loi réautorisant le travail pour les enfants d'en dessous de 16 ans. Le travail pour enfants. On en est là aux États-Unis dans ce contraste de ces deux mondes. C'est complètement fou. Et on va donner donc la parole au mayor Pete Buttigieg, qui lui était sur CNN et qui en gros est allé dans le même sens en disant c'est normal qu'ils utilisent cette carte-là, de le traiter de gauchiste. C'est pas forcément surprenant, mais ça ne va pas marcher. I think that's going to be the same response you'll see here. Of course they're trying to say that he's too far left. They say that about literally any Democrat running against literally any Republican. If it was Joe Manchin, they'd be saying the same thing because it's all they know how to say. Of course, that'll be refuted, and we'll remind everybody that, if you think, making sure that everyone in Minnesota had paid family leave, as he's done, if you think that's too far left, you can go around saying that, but vast majority of Americans think that's a good idea. So yes, you can do the point-by-point answer. We'll do the fact-checking. But I think it's going to be really important not to take the bait, because they will try to redirect the conversation toward whatever is darkest and most divisive most out of that same old playbook that we've seen again and again and again. But you can see how tired Americans are of that playbook and how energized people are. I mean, that rally, I just caught a few minutes of it, but off the charts energy there. So you can see that Americans are ready for something different. And I think, the more the Trump campaign flails in that old, dark, divisive mode, yeah, they'll grab some attention here and there for whatever outrageous claims they make about our ticket. But I don't think a lot of it's going to stick, because none of it's true. And maybe most importantly, because I think people are just kind of bored with that sort of thing. Yeah. Voilà, c'est un point extrêmement important et je suis d'accord avec cette analyse de dire que ces techniques habituelles des républicains et qui est usée d'essayer de détruire le candidat en face en expliquant que c'est un dangereux gauchiste, ça a été tellement utilisé qu'une partie du public américain s'est lassé de tout ça, qu'il y a l'effet en faveur de Tim Walz, il y a l'enthousiasme de cette campagne et l'envie du public de passer à autre chose. D'un coup, ce discours démocrate ringardise celui de Donald Trump, qui serait plus inspiré, à mon avis, au lieu d'attaquer sur des thèses impossibles Tim Walz, il serait plus inspiré de revenir sur, par exemple, la situation économique, l'inflation et pourquoi pas la sécurité au niveau de la frontière, qui sont des thèmes qui sont beaucoup plus porteurs pour les républicains, au lieu de gaspiller du temps et des fortunes dans l'idée de nous vendre que ce gars-là est un dangereux socialiste. On va terminer avec, on va donner la parole à Tim Walz, qui finalement avait complètement raison en expliquant que ces gens-là, ces gars-là, de Trump et ses associés, J.D. Vance et les autres, ce sont des mecs étranges et complètement inquiétants. On écoute Tim Walz. Pointing out just an observation of mine that I made. I just have to say it. You know it, you feel it. These guys are creepy and yes, just weird as hell. That's what you see. That's what you see. Donc voilà, ils sont creepy and weird et complètement étranges. Allez, on fait une dernière pause et puis on se dit au revoir. À tout de suite.
Voilà, c'était tout ce que vous deviez savoir, tout ce que vous deviez voir sur cette journée historique, une journée qui comptera dans cette campagne 2024 avec la sélection de Tim Walz, le gouverneur du Minnesota. On vous a raconté tout ça. Évidemment, on va continuer à suivre tout ça. Pas tout de suite, parce que la chute part en vacances pour quelques jours. On reviendra quelque part dans la semaine prochaine. Évidemment, je vais continuer à tweeter. Si vous n'êtes pas abonné sur mon compte, tweeter un tout petit peu. Hein. J'ai promis que je laisserai tout ça derrière moi et je profiterai du paysage pour me ressourcer, pour reprendre, pareil pour Cody et Thomas, reprendre de l'énergie pour revenir prêt pour cette dernière ligne droite qui va nous amener de la convention démocrate au débat, à la sentence contre Donald Trump jusqu'à l'élection du 5 novembre et tout ce qui va se passer après, parce qu'il se passera des choses après jusqu'au 20 janvier et la transition, la passation de pouvoir entre Joe Biden et son successeur, qu'il soit républicain ou démocrate. Donc on va vivre tout ça. Donc pendant quelques jours, pas de chute. Évidemment, vous pouvez toujours aller voir nos émissions. Je vous invite à aller regarder non seulement l'intégralité du débat, du discours hier de Kamala Harris et de Tim Walz, c'est disponible sur notre chaîne, mais nous avons aussi, c'est un des sujets d'actualité, c'est un sujet qui a été mis en avant lors de ce meeting. On a une vidéo sur les secrets du projet 2025, hein, le programme de Donald Trump. Allez le voir. Je tiens une nouvelle fois à vous remercier pour ce qui s'est passé ces derniers jours avec cet élan de nouvelles et nouveaux abonnés sur notre chaîne. Merci beaucoup. Je vais laisser la place à Cody. Je vous rappelle que si vous avez aimé l'émission, donc d'abord, il faut vous inscrire. Inscrivez-vous. Cliquez sur la sonnette de notification. Et puis si vous avez l'émission, aimez l'émission, une fois qu'elle est terminée, une fois que le direct est terminé, allez nous laisser un pouce et laissez-nous un commentaire. Cela nous aide énormément et surtout, ça permet de faire vivre l'algorithme et ça nous fait extrêmement plaisir de les lire. Énormément plaisir de lire tous ces messages-là. Pendant notre absence, d'ailleurs, en parlant d'algorithme, rien ne vous empêche de non seulement aller voir des rediffusions, mais de partager notre contenu avec vos amis, avec vos proches, vos collègues de bureau, de faire vivre cette chaîne qui nous appartient tous. Donc, n'hésitez pas à continuer. Et puis, allez jeter un œil si ça vous intéresse. J'y passerai 2 ou 3 fois par jour, d'aller jeter un œil sur la chute.info pour pouvoir accéder à notre chat d'informations continues sur Telegram où on échange tout, mais vraiment tout, sur la campagne électorale. Voilà, il est 1h46, 2h moins le quart le matin à Las Vegas. On vient de terminer cette 3e émission en 18h. Fatigué, mais complètement heureux. Je vous dis à très bientôt. Je laisse la place à Cody. C'était le récap de la chute. Prenez soin de vous et de ceux et celles qui vous sont chers. À très vite. Bonjour les chutistes et on va dire bonjour aux Canadiens aussi qui sont là, les Québécois, un bonjour très tôt pour eux, quasiment 5 heures du matin. Donc merci à vous de passer votre matin avec nous, que ce soit le café ou l'insomnie. Merci d'être là pour votre présence et si vous nous regardez en différé, merci aussi pour votre vue et pour votre attention. Je sais qu'aujourd'hui c'est une journée très chargée niveau information et aussi émission de la chute. Donc merci pour votre soutien. 3 émissions back to back.
pendant une journée. Donc merci beaucoup à vous tous. Je sais qu'il y avait les mêmes noms, émission après émission. Donc Thomas, si on pourrait faire les super chats, et comme ça, on peut remercier tout le monde pour leur soutien encore une fois. On commence avec Dr Groot et un message pour les vacances. Merci. L'emoji de la plage, je l'ai bien utilisé et j'espère bien le vivre très bientôt. Merci Olivier pour une deuxième médaille aujourd'hui. Merci à Ludovic qui nous rejoint du Japon ce soir. Vraiment cool de savoir qu'on a un pays de plus. Merci. Et Germain avec son 3e super chat en 3 jours. Donc merci Germain de vraiment faire partie de cette communauté. Et merci à Rorophile. Merci pour tes vœux. Et Desil lui aussi avec un message de bonnes vacances. Et pour une toute première fois, merci beaucoup Dani pour votre soutien et bienvenue parmi les chutistes. J'aurais bien aimé avoir un peu plus d'énergie pour toi, je m'excuse, mais merci beaucoup pour votre soutien et on continue avec Thierry. Merci Thierry, beaucoup de souvenirs avec tout qui est Buc-ee's et Road Trip à notre endroit, je ne sais pas si tu le connais, mais Cracker Barrel, si tu ne le connais pas, c'est un bon endroit pour ton prochain road trip aux États-Unis. Bonjour Alexandre, et comme William le dit, vive les vacances. On va se retrouver un peu quand même dans le chat Telegram pendant ces jours, mais sinon on va vous retrouver très bientôt. N'oubliez pas, il y a plein de vidéos, des vidéos que vous avez peut-être ratées, même des vidéos qui ne sont pas nécessairement liées à l'actualité, comme quand avec Thomas on a fait l'hôtel Trump ici à Vegas, où on a vu ce que c'est la réalité de vivre comme Trump ou de vivre dans son hôtel. Donc je vous invite à aller regarder ça et les autres, il y a des moments magas, des trucs rigolos qui ne sont pas liés à l'information, mais sinon il y a eu plein d'émissions à rattraper et de revoir, surtout maintenant avec les 2 candidats vice-présidents. Sinon je vous souhaite une très belle semaine. Si vous regardez les Jeux Olympiques, de bons matchs, de bonnes journées, une bonne soirée. À très bientôt. Merci beaucoup, c'était La Chute.